Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue ce 1er novembre qui forcément peut-être est chômé pour la plupart d'entre vous, en tout cas pas chez nous. Les vraies voix jusqu'à 19h aujourd'hui, ça va Philippe David? Ça va très bien, Cécile, les vraies voix ne chôment jamais. Bah écoutez, non, on est même content de venir, même en ces journées. Ah oui, c'est pour ça qu'on a fait venir un syndicaliste d'ailleurs comme vraie voix. et un communiste. Oui. Et ils font la un chroniqueur politique. On n'y arrive pas. Mais pourquoi boudent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont? Ça viendra un jour. Vous inquiétez pas, dans quelques instants, ça va vous dérider ce qu'on va vous proposer. Philippe, bonne journée qui s'annonce. Vous savez, c'est temps de Toussaint, c'est humide, c'est gris, mais quand on vient dans les vraies voix, ça met du soleil dans le cœur. Surtout en vous voyant. C'est beau, vous êtes poète. Et Philippe Bilger aussi. Non mais tout ça n'est pas gratuit, Philippe Bilger. Il dit des trucs et je sais que derrière il y a des trucs. En tout cas, 0826 300 300 puisque Maxime est là et bien sûr et on l'embrasse, notre réalisateur, et puis Aude est là aussi derrière ce téléphone 0826 300 300 et avec le sommaire de cette émission, le grand débat à partir de 17h30. En octobre, de nombreuses communes dont Nice, Grenoble, Sarcelles et Nanterre ont découvert qu'elles avaient demandé à tort une aide gouvernementale liée à l'inflation. Un décret récent exclut désormais environ 3400 communes, ce qui est énorme, et intercommunalité de ce dispositif. Une avance de 430 millions d'euros pour faire face aux dépenses énergétiques et à la revalorisation de l'indice des fonctionnaires en 2022. Eh bien, ces communes vont devoir rembourser, Philippe. Et on se pose cette question. Le système des acomptes remboursables, était-ce vraiment une bonne idée ou une énième usine à gaz comme nos technocrates savent en produire? Ces villes, elles n'ont pas anticipé les remboursements, mais vont-elles vraiment se retrouver en difficulté financière? Les critères d'attribution de ces dotations étaient-ils trop restrictifs ou trop faciles? Ils étaient en tout cas très très compliqués à faire en termes de dossiers, d'où notre question. Les communes sont-elles victimes de la mauvaise gestion de l'État qui fait les poches un peu à tout le monde? Vous dites oui à 91%. Et on va en parler avec Bertrand Hochkort, qui est coordinateur de la commission des finances à l'association des maires ruraux de France et maire de Marot-au-Pré dans le Loiret. 18h30, le coup de projecteur des Vierges. On voit forcément 2 jours de vigilance et d'alerte. À partir de ce soir, on va donc en parler. La tempête Kiaran doit survoler le nord-ouest de la France et progresser jusqu'à jeudi sur le nord du pays. Une très forte tempête automnale avec des rafales à plus de 170 km/h redoutées par les autorités. 3200 pompiers mobilisés, des trains arrêtés. 3 départements bretons pour l'instant en vigilance rouge et d'autres arrivent en vigilance orange. Et ce sera à partir de minuit, Philippe. Et comment les villes du littoral se préparent-elles? Jusqu'où faut-il craindre des dégâts à 170 km/h? C'est absolument terrible en termes de rafales de vent. Les tempêtes Lothar et Martin avaient fait 92 morts et 2000 blessés. Elles avaient privé 10 millions de Français d'électricité. D'où cette question. Craignez-vous une tempête aussi violente qu'en 1999? Eh bien, vous êtes plutôt optimiste puisque vous dites non à 66%. Et notre expert, forcément, Rémi André, expert météo de Sud Radio, sera avec nous. Et Frédéric Cuvelier, ancien ministre de la Ville et maire de Boulogne-Billes sur mer, sera ministre des Transports, et ancien et maintenant maire de Boulogne-sur-Mer. On en parlera ensemble jusqu'à 19h. On souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Et pour nous accompagner comme tous les jours, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Philippe Bilger est avec nous, président de la... sans vous? Que serions-nous sans toi? Non, que serais-je sans toi? Oui, mais là, on adapte. Il y a bien un jour. C'est pas déjà. Il y a bien un jour où il ne faut pas chanter, c'est bien aujourd'hui, voilà. si vous voyez ce que je veux dire, avec une tempête qui arrive. Olivier d'Artigol est avec nous, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier. Bonsoir les vraies voix. Alors excusez-moi, mais je reconnais, comme on dit, je pense qu'Olivier d'Artigol, pardon entre guillemets, a la connerie aujourd'hui. Je le reconnais dans son sourire, sa façon de parler. Bonsoir les vraies voix. Joseph Touvenel est avec nous. Bonsoir Joseph. Bonsoir Joseph. Oui, bonjour, ça fait 24 heures que je suis parti pour vous trouver. Je suis content de vous avoir retrouvé. Directeur de la rédaction de Capital Social, parce que bien entendu, à un syndicaliste, on ne lui donne pas la bonne adresse. C'est à lui de la trouver. Pour comment il puisse se plaindre de quelque chose. Voilà, comme ça, vous a donné une bonne il est arrivé à l'heure. C'est ce qu'il y a quand même de fabuleux. C'est vrai. Ouais. Un bon syndicaliste arrive toujours à l'heure, ça c'est sûr. Bienvenue, en tout cas, on est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, ce répondeur que vous connaissez bien. Vous nous laissez des messages, on vous en remercie tous les jours. Et c'est Christian, écoutez.
Oui, bonjour Christian. Je pense que on n'a pas un problème aujourd'hui d'augmentation de l'antisémitisme, mais plutôt en fait une augmentation de l'imbécilité. Je pense que tant qu'on ne sera pas en train de revoir effectivement les fondamentaux de l'éducation dans notre pays, on ne pourra monter que vers de la violence, beaucoup plus de violence et bien sûr beaucoup plus d'antisémitisme, de racisme et autres facteurs, à mon avis, qui ne peuvent être que valorisés dans ce contexte d'inculture et d'impuissance au plan de l'État de répondre effectivement à ce problème d'éducation. Philippe Bilger. Si on a le droit de plaisanter un petit peu, la lutte contre l'antisémitisme est déjà suffisamment défaillante. Alors, contre l'imbécilité, c'est une entreprise désespérée, parce qu'il y a trop de gens qui seraient concernés. Je vous regarde, mais ne vous croyez pas J'ai pourtant senti que vous me visiez, Olivier d'Artigol. Non, mais ce qui est vrai, et notamment sur les réseaux sociaux, il y a un contexte parfois d'inculture, de manque de connaissances, de maîtrise de l'histoire, des enjeux, de certains concepts. Et on peut lire des choses abominables et beaucoup de bêtises, en effet, dans ces choses abominables. Joseph Touvenel. Mais si on apprenait un peu mieux l'histoire, et l'histoire réelle, pas l'histoire fantasmée, pas l'histoire réécrite et mensongère, peut-être qu'on pourrait en tirer un certain nombre de conclusions. Par exemple, sur l'antisémitisme, on nous parle beaucoup de l'antisémitisme d'extrême droite, qui a existé avant-guerre, évidemment, les années 30. Mais la naissance forte de l'antisémitisme en France, en tout cas dans les derniers siècles, c'est les socialistes, au début du 19e siècle, qui ont décrit le juif comme une espèce de banquier. Il y a un très bon livre de Dreyfus là-dessus, qui a fait l'histoire. C'est totalement passé sous silence. Et du coup, certains sont surpris de voir qu'une partie de la gauche bascule dans l'antisémitisme. C'est le retour au point de départ. Et il y a eu de grandes voix de gauche pour défendre le capitaine Dreyfus. Absolument, oui, bien sûr. Allez, 0800 26 300 300. Raphaël de Cachan est avec nous. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir les vraies voix. Comment ça va Raphaël ? Écoutez, ça va très bien. Je suis actuellement à Cherbourg, donc je suis aux premières loges de la tempête qui s'annonce. Oui, très bien. Vous serez notre envoyé spécial. Exactement, tout à fait. Mettez donc un ciré jaune. Exactement. On plaisante, mais c'est quand même un peu dramatique. Autant normand que breton d'ailleurs. Voilà. On vous écoute, Raphaël. Voilà, donc mon coup de gueule d'aujourd'hui, c'est sur les 35 heures qui fêtent les 23 ans à partir de maintenant, et on peut s'apercevoir que les 35 heures ont complètement bousculé l'ensemble de l'économie. On peut aussi indiquer que les 35 heures ont complètement désorganisé le système hospitalier et créer des frustrations sur la manière dont le temps de travail est appréhendé par les salariés d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un petit peu un coup de gueule assez simple, puisque en tant que cadre, je m'aperçois que les 35 heures désorganisent à la fois l'organisation de l'encadrement, mais aussi des employés, des collaborateurs, et le bilan de soi-disant devait conduire à des créations d'emplois n'a pas été atteint. Et donc je souhaitais aujourd'hui appuyer sur ce point-là. On va juste faire réagir Joseph Touvenel, parce que c'est un peu son domaine. On a très peu de temps, Joseph. Là où notre auditeur a raison, c'est que les gains qui avaient été promis par Martin Aubry n'ont pas été atteints du tout, pour une raison simple, c'est que ces gains ne peuvent se réaliser que dans des très grosses entreprises. Chacun comprendra que quand c'est une entreprise de 6 personnes, de 7 personnes, on va pas faire de gains, on va pas créer un poste supplémentaire. C'est clair. La confusion qu'il fait, c'est entre la durée du travail, parce que, sauf à me donner le texte de loi qui interdit à un chef d'entreprise de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures, mais ce texte n'existe pas. Par contre, moi, je peux vous donner le texte qui oblige un salarié à travailler au-delà de 35 heures si on lui demande, parce que le contrat de travail est un contrat de subordination. Et donc le problème n'est pas celui de la durée du travail, c'est peut-être le problème du coût du travail. Quand je dépasse les 35 heures, si je paye en heures supplémentaires, ça peut obérer ma rentabilité. Mais on nous met dans la tête que c'est le problème de la durée. S'il y avait un problème, je rappellerai que sous Sarkozy, une loi a été votée autorisant toutes les branches professionnelles à revenir sur les 35 heures. Aucune ne l'a faite, à croire que nos patrons sont stupides. Eh ben,
sûr, vous allez avoir Joseph Touvenel en face de vous dans le qui c'est qui l'a dit tout à l'heure. Donc voilà. vous avez intérêt. Raphaël, pardon. Vous avez intérêt à faire attention parce que vous l'avez remonté comme une pendule. C'est pour ça qu'elle vous a donné un pseudo, hein, voilà. parce que pour vous camoufler. Vous restez avec nous dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu et le réquisitoire du procureur. On parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? On parle, il faut des nuances dans la vie. Ah, bah écoutez, ça démarre mal. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h, c'est les vraies voix, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. On dit des bêtises en antenne, chers amis, si vous saviez comment on en dit. Enfin, surtout vous et Olivier D'Artigol. Oui, surtout nous, Philippe David, vous plaisantez, j'espère. Vous, on est obligé de se dire à quel moment il va pas en dire. Donc, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Olivier D'Artigol, éditorialiste politique, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Ça envoie du lourd quand même, hein, comme ce titre. Hein. Oui, voilà. On pourrait en rajouter. Ça fait un peu général soviétique. On pourrait dire quoi? Là, c'était le bon temps, Olivier. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue, on est ravis de vous retrouver. Allez, tout de suite, dans un instant, avec Félix Mathieu, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. On est un peu désordonné, mais ça va, on va se refaire. Vos 3 mots dans l'actu sont tempête, frontières et partenariat. Attention, la tempête arrive la nuit prochaine sur le pays avec des vents à 170 km/h. Les premières évacuations de blessés palestiniens ont commencé à Gaza, la frontière égyptienne, et puis Macron au Kazakhstan pour y développer le partenariat entre les deux pays. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et Philippe Bilger voulait requérir pour ce qui est votre marque de fabrique. La nuance. La nuance. Merci de le reconnaître. Mais je vais être une seconde sérieux. Depuis le 7 octobre, à la suite de la barbarie dont Israël a été victime, il est extrêmement difficile dans les débats médiatiques et politiques de faire état au milieu des tragédies et après ce désastre indépassable de nuances, c'est-à-dire à un moment donné d'introduire dans ce monde terrifiant quelque chose qui permet de peser tout de même le pour et le contre sans les mettre sur le même plan. La nuance est plus que jamais nécessaire précisément quand nous sommes dans un univers de barbarie et de tragédie. C'est quelque chose que des esprits simples ne peuvent pas comprendre et donc ici on saisira ce que je veux dire, mais ça me paraît une évidence. Ça me rappelle ce que j'ai rappelé hier sur le plan judiciaire, quand quelque chose est extraordinaire, il faut veiller à le traiter de manière ordinaire, si j'ose dire. Olivier D'Artigol, vous qui n'êtes pas un esprit simple, vous avez tout compris. Non, mais c'est une invitation à conserver dans les temps à venir le courage de la nuance, le courage de la complexité, le courage de la pensée. Parce que face à certaines actualités sidérantes, suffocantes, on se surprend à ne pas dire très précisément ce qu'on peut avoir envie de dire, avec la crainte de ne pas être compris, ou que cela soit surinterprété, ou qu'on ajoute du sous-texte qui n'existe pas. Donc tout ça est difficile, mais il faut continuer, comme y invite Philippe Bilger, à aller vers cette nuance et cette complexité, parce que nous en avons besoin. On a besoin de penser et de réfléchir les temps à venir. Et pourtant, la société ne nous incite pas à la nuance. Oui, absolument pas. C'est le choix d'un camp, c'est l'hystérie ou rien. Joseph Touvenel. Alors, il y a des éléments qui font que la nuance n'a pas sa place. Quand je massacre des populations, quand je massacre des populations civiles, des femmes, des enfants, que je prends des otages, ce sont des terroristes, ce sont des assassins. Il n'y a pas de nuance à mon sens à avoir. La nuance, effectivement, elle nous appartient de faire la différence entre ces bourreaux, ces assassins, ces gens du Hamas et les Palestiniens. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une confusion énorme, sciemment par certains d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus facile de tout confondre, qui nous disent Hamas égale Palestinien, Palestinien égale Hamas, ce qui n'est pas du tout le cas. Les populations palestiniennes subissent le Hamas, d'ailleurs elles ne le subissent pas depuis quelques semaines. Qui leur a tiré dessus à balles réelles il y a quelques temps d'ailleurs. Rappelons-nous que le Hamas est arrivé au pouvoir suite à des élections plus ou moins truquées, mais surtout avec une guerre civile et par la force, et ensuite a imposé et impose son pouvoir par une véritable dictature. D'ailleurs, les souterrains, vous remarquerez qu'ils ont été faits pour mettre des armes, des munitions, des gens du Hamas.
jamais pour protéger les populations civiles. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Le grand débat du jour, les communes sont-elles victimes de mauvaise gestion de l'État, puisque 3400 communes vont devoir rembourser des millions d'euros d'aides versées par l'État. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont tempête, frontières et partenariats. Ne sortez pas de chez vous la nuit prochaine, avertit le ministre de l'Intérieur. Des rafales au moins comparables à 1999 attendues sur le pays. 3 départements bretons en vigilance rouge dès minuit. Des dizaines de blessés palestiniens transportés hors de Gaza pour être hospitalisés en Égypte. Les étrangers et binationaux doivent suivre à Rafah, l'unique point de passage où s'entassent des Palestiniens épuisés par les privations, les bombardements et le deuil. Et puis pendant ce temps, Emmanuel Macron est au Kazakhstan et en Ouzbékistan pour parler partenariat stratégique, terres rares, lithium et uranium. Les vraies voix Sud Radio. Le calme avant la tempête. Ciaran arrive par l'ouest du pays. Cette nuit, 17 départements de la Vendée au nord seront en vigilance pluie, inondation ou vague submersion. Le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche virent au rouge dès minuit. La différence avec 1999, c'est qu'on a vu venir la tempête depuis plus longtemps, depuis quelques jours, explique le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 3200 sapeurs-pompiers seront mobilisés, 4 hélicoptères, une unité de militaires sapeurs-pompiers qui va être mobilisée à Rennes également pour être prêt à intervenir en cas de graves difficultés, puisqu'on a des vents qui vont aller au moins aussi vite, si ce n'est plus vite que la tempête de 99, et puis bien sûr des seaux d'eau qui vont être extrêmement importants, jusqu'à 10 mètres de vagues, donc une submersion marine qui est possible, notamment en Bretagne. Donc dans 6 départements, il y a évidemment un danger plus important, mais partout sur le reste du territoire national, j'encourage les Françaises et les Français à ne pas sortir dans la nuit de chez eux, et s'ils devaient sortir, de ne pas être près des cours d'eau et pas près de la mer. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la circulation des poids lourds sera interdite en Bretagne demain, vient d'indiquer le ministre des Transports, Clément Beaune. Circulation aussi des trains interrompus dans le Grand Ouest. Craignez-vous une tempête aussi violente qu'en 99 ? Ce sera le thème du coup de projecteur à 18h37 où vous dites 70% de non. Et le deuxième mot est frontière. Des dizaines de blessés palestiniens ont pu quitter Gaza. Direction l'Égypte pour y être hospitalisés. Ils ont pu quitter l'enclave soumise au bombardement permanent de l'armée israélienne. Le camp de Jabalia, de nouveau, été bombardé aujourd'hui. Après les blessés évacués, devraient suivre des centaines d'étrangers de binationaux qui attendent de pouvoir sortir de l'enclave à Rafah, l'unique point de passage vers le territoire égyptien. Nous sommes Égyptiens et épuisés. Ayez pitié de nous. Nous sommes Égyptiens et ne pouvons pas passer dans notre pays. Nous avons laissé nos familles là-bas. Ayez pitié de nous. Laissez-nous entrer. Nous sommes épuisés. Nous ne pouvons ni dormir ni manger. Perspective de sortie encore plus lointaine pour les habitants palestiniens de Gaza qui le souhaitent et qui s'agglutinent à la frontière comme Rafik. On espère que des personnes honorables ouvriront les points de passage et faciliteront les choses pour nous, en les maintenant ouverts 24 heures sur 24, comme c'était le cas auparavant. Ça suffit. On a enduré suffisamment d'humiliation, comme jamais auparavant. On manque de besoins humains les plus élémentaires. Pas d'internet, pas de téléphone, pas de moyens de communication, pas même d'eau. Depuis 4 jours, nous n'avons pas pu donner un morceau de pain à cet enfant. Qu'attendez-vous ? Un propos recueilli par Yahya Assouna, Belal Al-Sabar et Youssef Assouna pour l'agence France Presse. 2 400 000 personnes s'entassent à Gaza. Le Hamas affirme que 3 étrangers sont morts hier dans les bombardements. Troisième mot, partenariat. Emmanuel Macron est au Kazakhstan pour y accélérer le partenariat stratégique entre les deux pays. Pas encore de photos en tenue traditionnelle, comme à l'époque de François Hollande, mais dans la première économie d'Asie centrale, le président Macron est venu parler matières premières. We need more rare earths and critical materials. Nous avons besoin de davantage de terres rares, de matériaux critiques. Nous voulons un partenariat technique et industriel. Le lithium en fait partie, l'uranium aussi évidemment, a notamment lancé Emmanuel Macron. Il sera demain en Ouzbékistan, 2 ex-républiques soviétiques où la France compte imprimer sa marque sur fond de course à l'influence entre Russes, Chinois et Européens. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette information. 3400 communes vont devoir rembourser l'État de millions d'aides. Certaines ne vont pas pouvoir les rembourser. Forcément, ça crée un peu de tension. On en parle dans quelques instants avec notre invité Bertrand Hochkorn, qui est coordinateur de la commission des finances à l'Association des maires ruraux de France et maire de Marot-Auprès dans le Loiret. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous avez le sentiment d'être spolié par l'État ?
Spolier, c'est peut-être un grand mot, mais enfin, des fois, on n'en est pas loin, donc on se pose vraiment des questions. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez réagir, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, avec Philippe David jusqu'à 19h. Vous avez demandé de la grâce et de l'intelligence. Eh ben, changez de radio. Non, ça va, on plaisante. Oh, ils m'ont regardé l'air de dire oh, dis donc. Au contraire de la grâce et de l'intelligence. Voilà. Non, mais vous êtes là pour l'intelligence. Et Philippe, David pour la grâce. C'est ce qu'on dit dans le Pays Basque, entre les amis. On trinque. Bienvenue à l'intelligence, parce que santé, on l'a, oui. Philippe Bilger est avec nous, Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social. Et vous, au 0826 300 300, avec Aude, qui vous attend à l'autre bout du fil. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Pognon, 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 j'entends parler que de ça tous les jours. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. 2500 pièces d'or. Et vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? 3415 communes vont devoir rembourser l'État des millions d'euros d'aide à filet de sécurité versés dans l'urgence il y a un an pour faire face à la flambée des prix, de l'énergie et de la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Nice, Grenoble, Nanterre, Sarcelles, Bondy et d'autres. Ces communes ou intercommunalités avaient bénéficié d'une avance d'aide de 430 millions d'euros qui a été mis en place par le gouvernement. Finalement, elles vont devoir rembourser. Oui, Cécile, et le système des acomptes remboursables est vraiment une bonne idée. Est-ce que les villes ont pu anticiper ces remboursements ou ont-elles été pris au dépourvu lorsque Bercy est revenu? Si elles ne l'ont pas anticipé, comment les villes vont-elles rembourser des milliers, voire des millions d'euros à l'État alors que les dotations ont baissé? Est-ce que pour vous, les communes sont les victimes de la mauvaise gestion de l'État? Et vous dites oui à 91% sur Twitter. Et Bertrand Hochkorn est avec nous, coordinateur de la commission des finances à l'association des maires ruraux de France et maire de Murau-Auprès dans le Loiret. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe, on parle gros sous. Oui, alors ça ne me concerne pas directement dans la mesure où je ne possède pas les fortunes de mes amis, mais plus sérieusement, Cécile, moi ce qui m'importe, l'État intervient au soutien des communes pour répondre à un certain nombre de défis et pour pallier évidemment les pertes liées à des événements prévisibles ou imprévisibles. Ce qui m'importe, et là je n'ai pas la lumière, c'est de savoir si les communes savaient qu'un jour elles seraient obligées à rendre l'argent à l'État. C'est la seule question qui se pose. Le fait que l'État demande le remboursement ne me paraît pas une absurdité en elle-même. La politique de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales est une politique de gribouille et une politique de maltraitance. Il faut rappeler que ces collectivités doivent chaque année voter des budgets à l'équilibre, absolument, contrairement à l'État. Et que depuis avec des dotations de plus en plus bien sûr, et depuis des années, elles ont perdu des ressources fiscales sur décision de l'État, alors qu'elles pallient certains manques de la politique nationale par des dispositifs locaux. Donc tout ça ne va absolument pas. Joseph Touvenel. Je suis entièrement d'accord avec mon ami camarade Olivier. Parce que c'est bien parti, ne changez rien. En plus, on leur a rajouté lever le point, ce sera encore mieux. Lever le point, je vais quand même avoir du mal. Mais, parce qu'on leur a rajouté des charges. Et quand Elisabeth Borne, parlant de ce dispositif, parlait de filet de sécurité pour les communes, c'est en train de se changer dans un filet où on se fait prendre. Parce que les textes sont tellement complexes que dans les communes, alors dans les plus grosses, on a un peu plus de personnel pour traiter le sujet, et encore, mais dans les plus petites, aller décrypter les textes très compliqués, eh bien on se plante. Et puis en plus, il y avait une zone d'incertitude. Pourquoi ça a été fait? C'était à cause de l'augmentation du prix, et notamment du prix de l'électricité, du gaz, de l'électricité. Beaucoup de communes ont pris des mesures, mais elles étaient incapables à l'avance, parce qu'on ne connaissait pas le prix de l'électricité dans 2 mois, 3 mois, etc., d'estimer la réalité, puisque même quand elle faisait des mesures d'économie, elle ne pouvait pas savoir les conséquences de ces mesures. Quand je ferme une piscine, comme beaucoup de communes l'ont fait pour des raisons d'économie, je ne peux pas budgétairement savoir exactement combien ça sera d'économie. Et Olivier l'a très bien dit, un budget, ça se vote à l'avance. Oui.
Donc c'est difficile. En tout cas, Bertrand Hochkorn, coordinateur de la commission des finances à l'Association des maires ruraux de France, finalement c'est vous qui avez découvert le poteau rose. Pas dire que j'ai découvert le poteau rose, j'ai été invité par la Direction Générale des Finances Publiques à une réunion avec toutes les associations d'élus. Oui. Il se trouve que j'étais le seul élu dans cette réunion et qu'on a fait le bilan de ce filet de sécurité. Et donc, c'est vrai, ça a été dit que c'était très difficile d'estimer, de savoir si on aurait droit ou pas droit. D'abord, c'était au mois de novembre de l'année 2022 et c'est validé sur le compte administratif. Alors que les gens savent bien, le compte administratif, c'est le compte en fin d'année. On regarde effectivement toutes les dépenses qui ont été, recettes et dépenses qui ont été faites, et ce n'est validé que 6 mois plus tard. C'est pour ça que c'est apparu seulement au mois de septembre, le bilan septembre de l'année d'après. Et on s'est aperçu que là, ça avait été visé totalement à côté, puisque sur les 2900 communes, 2945, c'est communes ou structures intercommunales, je ne vais pas détailler, bien sûr. Qui ont fait la demande et donc qui ont eu une dotation. Il y en a seulement 760 qui ont eu droit, si j'ose dire, suivant tous les critères qui étaient donnés. Alors quelqu'un a dit que c'était compliqué puisqu'il fallait que l'épargne brute soit inférieure à 25% des recettes de fonctionnement et qu'elle soit en baisse d'au moins je ne sais plus combien de pourcents. Il y avait quand même des calculs à faire qui n'étaient pas simples, mais surtout à un moment où rien n'était terminé et on avait aucune visibilité sur les comptes. Donc certains ont été demandés ces avances parce qu'ils avaient effectivement eu des augmentations très importantes pour l'énergie, mais aussi pour l'alimentation pour les cantines, pour l'augmentation, et c'était une bonne chose quand même, mais sous l'augmentation du point d'indice qui a été donné juste avant. Donc ce qu'on reproche toujours, c'est que on nous met des charges et on nous avertit toujours qu'au dernier moment. J'aurai d'autres exemples à vous donner si on a le temps. Avec des problèmes, avec finalement des calculs très compliqués en fait. Oui, des calculs assez compliqués. Je suis prof de maths, donc je vais pas vous dire qu'ils sont très compliqués, mais en fait quand même souvent très compliqués. Et comme vous dites, il y a des grosses communes qui sont dans le lien. Moi, je pensais à beaucoup de petites communes. D'ailleurs, ce qu'on m'a dit, 1500 communes de moins de 3500 habitants sont dans le lot. Mais pour des petites communes, c'est vrai, de 500, 1000, 1500 habitants, qu'est-ce que vous voulez qui rembourse, ça va être compliqué. Oui, non seulement ça va être compliqué qu'ils remboursent sur des petits budgets, mais c'était difficile de prévoir et même notre trésorier en était bien incapable. Philippe Bilger. Pour que vous soyez encore plus clair pour un esprit ignorant comme le mien dans ce domaine, est-ce que je comprends bien, il y a eu des prêts qui ont été faits par l'État, est-ce qu'à votre avis, il est normal que les communes les remboursent? Pardon d'être simpliste dans ma question, mais j'aimerais avoir véritablement votre opinion et pensez bien que c'est un ignorant qui vous interroge. C'est que nous, les élus, on est des gens très honnêtes, il faut dire. C'est qu'on nous a dit que c'était une avance et que ça serait en fonction de ces critères. La seule chose, c'est que c'était tellement tellement difficile à l'époque de le calculer, même impossible de le calculer, que beaucoup sont partis en avant parce qu'ils ont été pris de court par des augmentations d'électricité qui ont été spectaculaires. Rappelez-vous, ça fait un an, à l'automne 2022, on avait des augmentations des prix d'électricité qui étaient multipliés par 4, 5, 6 ou 7. Et donc, certains se sont trouvés devant des murs de financement à faire. Et quand ils ont vu cette opportunité, ils l'ont prise. Absolument. Joseph. Une partie des difficultés, c'est pas de faire le calcul quand on a les chiffres, c'est de savoir quel chiffre on doit avoir. Comment puis-je calculer mon budget quand je suis une commune ou un particulier quand je ne connais pas l'inflation qu'il y aura dans 3 semaines ou 3 mois. Et donc, comment interpréter les textes? Et c'est toujours ça qu'on a quand on a des textes législatifs, c'est l'interprétation après qui doit être faite qui est extrêmement compliquée. Bertrand Hochkorn, pour rebondir, et vous allez répondre à Joseph Touvenel, moi j'ai lu, en préparant l'émission, que le dossier était d'un compliqué, vous qui êtes prof de maths, c'était une équation à 2 inconnus pour un élève de CP, quoi. C'était un truc complètement dingue. Oui, vous n'avez pas rempli un dossier de fond vert.
Non. J'avoue que c'était pas mal aussi. Là, c'est une formule de physique quantique. Voilà, oui. J'ai refait, j'en rigole, mais enfin, c'est pas très amusant. Quand j'ai demandé pour mettre en LED tous les luminaires de ma commune et que j'ai dû répondre alors que ma secrétaire a dit, je vais remplir le dossier. Elle ouvre et elle me dit, on dit qu'il se remplit en 58 minutes. Sauf qu'à la troisième question, elle a buté, alors elle m'a appelé. Et donc, c'était savoir de combien allait-on réduire la trace la pollution lumineuse. La trame noire, et puis combien allait être en lumen par mètre carré, l'impact. Franchement, il n'est pas doué, votre secrétaire. Non, alors pour avoir travaillé en l'éclairage, ça c'est niveau bureau d'études éclairage, soit dit en passant. Voilà. Alors. En fait, faut dire, la question c'était pour savoir si on allait gêner la biodiversité sur le bitume, quoi. C'était à peu près ça. Ah oui, il faut bien se rendre compte de quelque chose. Quand vous êtes à la tête d'une grande commune, vous avez en effet les services, un directeur général des services, des directeurs généraux adjoints, mais dans des petites communes où vous avez parfois un mi-temps avec un secrétariat administratif, avec des élus bénévoles qui font de leur mieux. Oui. Peu de moyens, la multiplication des normes, la complexification de tout ça fait que, vous le verrez, on l'a déjà vécu lors des dernières élections municipales, il y aura une crise de vocation. Il y aura des communes où il n'y aura pas de candidat au poste de maire pour gérer pendant les 6 années qui viennent l'administration locale. Parce que tout ça devient terriblement difficile. Alors on me dit qu'il y a parfois, bien sûr, les coopérations intercommunales, ce qu'on appelle les EPCI, qui permettent de mettre en commun des moyens, mais pour certains maires, ça devient... Moi j'ai des copains qui me disent... Prochain coup, on ne se représente pas. Alors qu'ils ne sont pas contestés dans leur commune et qui sont même très appréciés, mais en disant non. Parce qu'il y a ça, plus la montée des, si ce n'est des incivilités, les gens ne se supportent plus, il faut gérer des conflits interpersonnels qui n'existaient pas il y a encore quelques années. C'est dans une société cocotte minute, il y aura une crise de vocation. Et en plus, ils sont copains avec Olivier d'Artigol, vous mettez ça sur une profession de foi, vous êtes sûr d'être élu, Cécile. Au premier tour. Vous savez bien que dans les pays communistes, il n'y avait qu'un seul tour. Ça avait sa forme d'efficacité. Allez, Bertrand Hochkorn. Si je peux permettre de dire sur la première partie, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est vrai que la complexification de beaucoup de choses devient compliquée. Et puis si l'intercommunalité peut aider, mais pas toujours, parce qu'en fait, ça dépend comment elle est vécue. Et il y a des compétences de l'un et les compétences de l'autre. Alors évidemment, on appelle les uns les autres les amis. Par contre, sur le deuxièmement, je voudrais dire que le maire, c'est aussi une très très belle... une très belle vocation, et j'espère que beaucoup s'engageront, ne seront pas arrêtés par toutes ces tracasseries qui nous incombent. Il va falloir changer 2-3 trucs, visiblement. Voilà, oui. Allez, 0 mais on se bat à l'Association des maires ruraux de France, et même à l'Association des maires de France, donc je suis parti aussi du bureau, on se bat là-dessus pour que justement les choses se simplifient. Mais c'est quand même compliqué pour l'instant. 0826 300 300 avec Raphaël qui voulait réagir. Rebonsoir Raphaël. Rebonsoir Raphaël. Raphaël Non. Si on vous entend, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous faisiez une sieste, Raphaël. Voilà. Bien sûr, vous avez... Voilà, la tempête. Voilà. Donc effectivement, les communes rurales sont souvent en difficulté par rapport aux problèmes financiers de compréhension de la technostructure en fait. Donc effectivement, c'est pas évident pour elles. Je suis tout à fait d'accord avec votre intervenant qui met sur deux pieds différents, à la fois les communes urbaines et les communes rurales. Les premières sont dotées de services qui permettent d'affronter techniquement les difficultés financières. Les communes rurales, les secondes, ne le peuvent pas. Et donc, effectivement, il faudrait que les services de l'État soient en appui réel de ces communes. Oui, absolument. Bertrand Hochkorn, on nous dit, la mousquetaire nous dit, le circuit des collectes des impôts a changé pour aller directement du national puis redescendre aux communes qui candidatent à un projet pour proposer le... Est-ce que ça, c'est pas aussi un problème de finalement de plus pouvoir gérer cette partie-là? Vous voulez dire descendre directement du national? Oui. C'est que nous, les maires, on tient un rapport direct avec les préfets.
Mais le national, globalement, c'est plus complexe. On insiste pour que les préfets soient aussi des intermédiaires de l'État de proximité. Alors ils le font plus ou moins bien. Normalement, ils nous mettent des référents, mais ça dépend des fois, ça dépend des préfectures, ça marche bien ou ça marche mal. On a un autre commentaire d'un auditeur fidèle, Paysan 47, qui dit la loi NOTRe est un désastre. NOTRe, c'était nouvelle organisation des territoires de la République. Est-ce que c'est vrai que cette loi est pas si bonne qu'on nous l'a vendue? Est-ce que vous avez pas mis en responsabilité? Je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'on nous a forcé à des fusions très importantes, ce qui fait que les communes, dans ces cas-là, se sont éloignés du citoyen, et ça c'est très dommage. Et au milieu du gué, il y a des élus qui étaient très impliqués dans des petites communes, qui d'un coup se sont vus éjecter des conseils communautaires. Et moi, je l'ai très mal vécu. Enfin, la loi NOTRe a eu des effets en effet négatifs. Elle a renforcé les phénomènes de métropolisation. Vous vous rendez compte que dans une région comme la mienne, la Nouvelle-Aquitaine, elle va du col du Somport, du fort du Portalet, jusqu'au marais Poitevin. Est-ce que vous vous rendez compte? On en perd l'entendement, la relation humaine, de proximité, ce qui fait d'ailleurs que les personnes... Les grandes régions ne veulent rien dire de toute façon. Moi, je crois vraiment que le cœur battant de la démocratie locale, c'est la commune. Il peut y avoir des intercos, mais il faut véritablement renforcer les pouvoirs et la liberté d'initiative des maires. Voilà. Et ça passe beaucoup par le fait qu'ils doivent retrouver une maîtrise de leur financement, de leurs ressources financières. Oui, Joseph. Oui, et puis les communes, comme un peu tout le monde, souffrent de l'instabilité administrative, du changement de texte permanent qui devient une insécurité. Et comment se projeter dans l'avenir quand on nous change les règles du jeu tous les 6 mois? C'est un vrai problème pour tout le monde, et principalement pour les communes, évidemment, qui doivent se projeter avec leur budget. Elles ne peuvent pas gérer au jour le jour. Si je peux vous donner un petit exemple, une mauvaise surprise que j'ai eue au mois d'août. Oui, on vous écoute. Oui, j'ai une mauvaise surprise que j'ai eue au mois d'août. D'un coup, l'État m'a demandé 10 600 € de remboursement. Oui. De remboursement de quoi? Je ne savais absolument pas quoi. Bon, j'ai fouillé dans l'affaire. C'est qu'en fait, j'ai augmenté mon taux d'imposition en 2018. Mais comme ce n'était pas compensé, en 2020, pour toutes les personnes qui étaient, pour lesquelles on avait supprimer la taxe d'habitation, la différence n'était pas compensée. Bon, l'État a dit très beau seigneur, on va mettre l'éponge et les gens n'auront rien à payer. Et puis d'un coup, ils se sont réveillés et au mois de juillet dernier, ils ont décidé qu'on allait le rembourser au mois de septembre. C'est-à-dire, j'ai eu une lettre fin août de me disant que je devais remporter 10 600 €, 10 618 exactement, ce qui pour ma commune est quand même important. Allez. Et dès le mois de septembre, ça a été pris sur mes dotations. Merci en tout cas pour votre témoignage, Jean-Bertrand Hochkorn, coordinateur de la commission des finances à l'association des maires ruraux de France et maire de Marot-Auprès dans le Loiret. Restez avec nous dans quelques instants. Qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. On ne vous incite pas à tricher, mais vous pouvez le faire. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, et pour nous accompagner aujourd'hui, 3 maestros en tout cas du qui c'est qui l'a dit. Ah oui. Joseph Touvenel est avec nous, directeur de la rédaction. J'ai pas remarqué. Il y a de nouveaux invités. Vous cherchez les ennuis, Joseph Touvenel. Attention, parce que vous avez à côté de vous Olivier d'Artigol, éditorialiste politique, et je peux vous assurer qu'il y en a dans le. Ouais. Philippe Bilger. Ah bon, vous le connaissez aussi bien. Le geste était précis. À faire rêver les auditrices. Absolument. Philippe Bilger, qui n'en est pas moins dépourvu, président de l'Institut de la Parole. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et Raphaël est avec nous. Raphaël, oui. Ça va, Raphaël? Vous savez... Tout à fait. Voilà. Est-ce que je peux faire une remarque? Oui, si elle est intelligente. Je suis arrivé une demi-heure avant l'émission. Oui. Et j'ai assisté, j'ai un peu peur, à un conciliabule entre Philippe Bilger et nos 2 chers animateurs. Oui.
Ah bon? Dans une pièce, vous étiez fermé. Oui. Je me demande donc si c'était la préparation du quiz. Mon cher Olivier, non, mais vrai ou faux? Vous réussissez le tour de force de tricher avant même le jeu. Donc voilà, je dis ça à nos auditeurs. Voyons. C'est-à-dire qu'on en est donc. Voyons. On est pire que le football en fait. C'est-à-dire que maintenant on conteste avant même qu'il se soit passé quelque chose. Voilà. C'était pour teaser son futur livre, Le complotisme pour les nuls. Mais oui, voilà. Allons-y. Raphaël, la règle est simple, c'est vous qui répondez en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ce sont les vraies voix qui s'y collent. D'accord? Très bien, parfait. Allez, écoutez bien qui c'est qui l'a dit. Vous vous souvenez, Philippe Bilger? C'est la première question. N'oubliez pas, ma chère Cécile, que je gagne 2-0. C'est vrai. Ah bon? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, qui c'est qui l'a dit? L'objectif de Jean-Luc Mélenchon est de se retrouver en 2027 en tête-à-tête face à Marine Le Pen. Qui a dit ça? C'était ce matin. Bonne réponse. Il l'a dit dans le casque, Aurore Berger. Gabriel Attal. Aurore il l'a dit. Berger, ministre des Solidarités Berger. et des Familles. Qui c'est qui l'a dit? Bon. Je ne comprends pas qu'on puisse à la fois dire en France la police tue et en même temps ne pas arriver à dire que le Hamas tue. C'est très bon. Raphaël, qui a dit ça? Alors là, je n'ai pas du tout de. Dites quelqu'un. Chef de parti. Marine Le Pen. Non. Ciotti? Non. Marlex? Non. Retailleau? Non, c'est le chef de parti. Chef de parti? Bompard non plus. Non, pas Bompard, non. Entre les deux. Non. Entre les deux. Entre les deux. Entre le RN et l'extrême gauche. Zemmour. Non. Non, bah non. À gauche. À Eh ben gauche. non. Fort. Bah oui, Olivier Faure. On a dit un chef de parti. Non, mais ça paraissait intelligent, ce truc-là. C'est Olivier Faure qui l'a dit. Alors là, on va faire c'est à vous, Cécile, qui c'est qui l'a répondu? Qui c'est qui l'a répondu? À Olivier Faure via Twitter. En disant que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit que le Hamas tuait, entre guillemets, ce qui est un mensonge, tu sais, Olivier Faure, que tu participes à nous mettre une cible dans le dos. Qui a dit ça? Je sais. Écoutez, Raphaël. Bompard. Non. Panot? Non. Obono? Non. Obono? Non. Autain? Non. Ruffin? Non. C'est... Non. Autain? Non. Non, ça a été Coquerel. Bonne réponse d'Olivier d'Artigol, Éric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Éric 2 points. Coquerel. Attention, Raphaël, c'est pour vous. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Banaliser le 49.3, c'est nier l'âme de la démocratie. Et c'était ce matin sur Sud Radio. C'est que vous aviez ce matin. Bah oui. Vous aviez qu'à écouter Sud Radio aussi. Oui, mais pourtant. Allez, qui c'est qui l'a dit? Et notre ami Obono. Non, un député RN, vite. Ça y est, je l'ai. Non. Je l'ai, Tanguy. Voilà, bonne réponse. Philippe Bilger a été le plus rapide. Merci, bonne réponse de Non, c'est moi qui ai dit, vous avez été le plus rapide. Oui, mais je suis si peu habitué à votre bienveillance. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Raphaël. Pour un président qui voulait assurer la révolution démocratique, on en est très loin. C'est un député, un ex-secrétaire général. On peut dire qu'il a la qui main a verte. démissionné. Secrétaire général de quel parti Ah bah non, je vais pas vous le dire. Un ex-secrétaire général qui a démissionné pour des raisons personnelles. Ouais. Oui, c'est lui. Ouais. Non, mais je Europe Écologie Les Verts. Bayou. Bonne réponse en même temps. J'ai fait le trou là. Bayou. J'ai dit Bayou. Non, il a dit Bayou. Bayou. Mais égalité, non? Vous avez dit Bagnouls. Mais vous avez trop Bayou. Mais mon Dieu. Qui c'est qui l'a dit au sujet de OMOL? Jamais nous ne céderons face à ceux qui cassent, détruisent ou salissent le sport. Raphaël. La ministre des Sports. Oui. Bonne réponse. Amélie Oudéa-Castéra, bonne réponse de Raphaël. Ah, il est pas mal, Raphaël. Oui, il est bien. Il est énervant pour nos vraies voix, mais il est bien. Allez, la dernière question. Allez, Maxime, dernière question. Question, qui c'est qui l'a dit? La France sait protéger les Juifs de France. Qui a dit ça? Raphaël. Bonne réponse. Non, j'attendais la réponse de l'auditeur. Voilà. Non, j'attendais la réponse de l'auditeur. Raphaël. Mais il a dit, je sais pas.
L'auditeur ne sait pas, mais c'est Philippe Bilger, Philippe Bilger, la bonne réponse. de France. Ça confirme. Je pose 2 contestations. J'avais dit Darmanin avant Philippe Bilger, je suis beaucoup plus jeune, donc plus rapide. Et la deuxième contestation, c'est sur la première réponse. Quand l'auditeur hésitait, quand on lui a dit ce matin qu'il fallait répondre Aurore, c'était un peu facile. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Ça confirme mes craintes. Non mais excusez-moi. Le principe de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà. J'ai fait un retour, j'ai gagné. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On fait une pause. Juste après, on reviendra sur le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Et vous, 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. À quoi reconnaît-on les vraies voix ? Et généralement, il y a Philippe David qui est là. Hein, oui. Ça, hein bon, bah, ça. C'est un indice. C'est un indice. Le deuxième indice, c'est généralement Philippe Bilger est là. Oui. Voilà. Ça, c'est un bon indice. Et puis, les autres n'ont aucun intérêt. Sauf quand ils sont des hommes, s'ils s'appellent Philippe aussi. Voilà. Non, Olivier D'Artigol était avec nous, éditorialiste politique. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. On vous souhaite la bienvenue, vous, au 0826 300 300 avec Raphaël, qui est notre vraie voix du jour. Et je vous rappelle que dans quelques instants, les coups de projecteur, pas du tout, le tour de table de l'actu des vraies voix, on parlera de quoi avec vous, Philippe Bilger ? Je vais dire du bien de Caroline Forest. Ah, Joseph Touvenel, on parle de quoi avec vous ? On va un peu parler des jours fériés, sommes-nous des fainéants ? Ah, oui. Et vous, Olivier D'Artigol ? L'ascenseur social est en panne, est-il encore possible de prendre l'escalier ? Allez, très bien. Et bien tout de suite, le top clic. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et c'est le retour de Félix Mathieu. Bonsoir Félix. L'Union européenne donne un coup d'arrêt aux publicités ciblées sur Facebook et Instagram. Oui, c'est improbable. Vous savez, cette publicité qui apparaît pour le sweat vert pomme que vous envisagiez d'acheter, ou bien pour le modèle d'aspirateur sur lequel, tiens, par hasard, justement, vous étiez renseigné hier. Eh bien, l'Europe veut les interdire. Désormais, ces pubs ciblées. Le Comité européen de la protection des données interdit à Meta tout usage publicitaire de ces données personnelles à des fins de ciblage sur les plateformes, sur Instagram, sur Facebook. C'est un revers en fait pour le géant américain qui misait sur ses abonnements payants pour se mettre en conformité. 9,99 € par mois la version sans ciblage. Comme on dit souvent, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Eh bien, ce ciblage au cœur du modèle économique des géants du web, il est dans le viseur de l'Europe désormais. Meta Europe étant basé en Irlande, le régulateur irlandais des données doit désormais prendre des mesures sous 2 semaines pour bannir sur les plateformes du groupe tout traitement des données personnelles destinées à ces publicités comportementales. C'est pas une première. Déjà cet été, l'autorité norvégienne de régulation des données avait ordonné à Meta d'arrêter de recueillir ces données sans consentement explicite à des fins publicitaires. Elle lui impose depuis, cette autorité norvégienne, depuis mi-août, une amende quotidienne. En mai dernier, la maison mère aussi de Facebook avait écopé d'une amende record 1,2 milliard d'euros infligée par le régulateur irlandais au nom des 27 pour avoir enfreint les règles sur les données européennes en transférant vers les États-Unis des données personnelles d'usagers européens de Facebook. C'est une bonne chose, Philippe Bilger. Oui, Finalement, ces publicités ciblées surtout, ça dépend sur ce qu'on achète, forcément. On n'aimerait pas que tout le monde sache ce qu'on regarde sur Internet, Olivier D'Artigol. Rien à ajouter, c'était très bien amené. Vous avez des choses à dire, Joseph Touvenel ? Oui, moi je vois toutes ces sociétés qui sont en Irlande, c'est sans doute pour le climat, je vois pas d'autres raisons. C'est ça, oui. Le fait que l'impôt sur les sociétés soit plafonné à 12% n'a aucun rapport. Non, c'est les paysages. C'est les paysages. Les paysages, exactement. Les lacs du Connemara. Allez, et dans le top tendance ce soir, on retrouve Halloween et Kiaran, bien sûr. Oui, l'une, Halloween, qui pousse les enfants en dehors de chez eux, pour la chasse aux bonbons, ça c'était hier soir. L'autre, eh bien, c'est le contraire, qui nous impose de rester chez nous, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, la tempête Kiaran, avec notamment parmi les images partagées, celle d'un gardien de phare en train de se barricader. Et oui, c'est une bonne idée car ça va souffler très fort. Et moi, pour mon coup de gueule du soir, pour le lancer, on va déjà écouter ceci.
Vous avez bien entendu, mais je répète, pour ceux qui auraient mal entendu, nique les juifs et nique ta mère, vive la Palestine, ouais, nique les juifs et les grands-mères, on est des nazis et fiers. Non, ce n'est pas l'adaptation à un français d'un chant des jeunesses hitlériennes pour le congrès de Nuremberg de 1933, mais une diarrhée verbale vomi par une bande de crétins dans un wagon de la ligne 3 du métro parisien 90 ans plus tard. Des crétins qui n'ont franchement pas le profil de skinhead, sinon tournerait en boucle l'appel à faire barrage à l'extrême droite et le retour de la bête immonde. Sur la ligne 3 se trouve une station nommée Père-Lachaise. Ça tombe bien, car je pense que le vivre ensemble, en voyant les événements de ces dernières semaines, notamment l'explosion des actes antisémites, ce vivre ensemble donc est définitivement mort et enterré. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger ? Je suis d'accord avec votre indignation et je me demande, comme je n'ai jamais le courage rétrospectif, si entendant cela dans le métro, j'aurais eu le courage de dire fermez votre... Oui, fermez-la en tout cas. Oui, mais en tout cas pour ce qui vient d'être rappelé et pour l'ensemble des actes antisémites, rappelons que la loi doit s'exercer, que les enquêtes policières doivent s'enclencher, que ceux qui se sont livrés à ces chants et à d'autres actes immondes soient identifiés et punis par la loi. C'est-à-dire que il me semble que l'exécutif a cette volonté-là, et j'espère que ce sera suivi des faits. Joseph Touvenel, qu'on chante ça dans le métro parisien en pleine journée. Ce qui est le plus, sont des ados, hein, le plus atterrant. Oui. Effectivement, la loi doit passer, mais le plus atterrant, c'est qu'on sait ce qui s'est passé. On connaît la Shoah. On sait l'histoire. Il suffit d'aller dans les rues de Paris et passer devant des écoles et de voir la liste des enfants qui ont été emmenés dans les camps de la mort. Et on a quand même un gros trou dans la raquette qui est du côté de l'éducation parentale et du côté de l'éducation nationale. Comment se fait-il que des ados en soient là ? Qui leur bourre le mou ? Qui leur dit ? Elle leur évite la réalité de toute famille, de tout être humain qui souffre, qui est détruit parce qu'il est juif, parce qu'il est ceci, parce que cela, peu importe. Comment se fait-il qu'on ait encore ces réflexes abominables ? Je crois que le passé n'enseigne rien. Profondément. C'est terrifiant ce que vous dites. Oui, mais je ne l'affirme pas péremptoirement. Je crois que c'est pas faux. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Olivier d'Artigol, on parle de quoi ? L'ascenseur social en panne dans notre pays, je donnerai quelques éléments et en posant la question, est-ce qu'il y a encore un escalier possible ? Pas mal. Oh, c'est beau. Un escalier roulant. C'est la troisième fois dans l'émission que je le fais et vous n'en rendez compte que maintenant. Non mais c'est la blondeur. De toute façon, je le vois que vous n'êtes pas... au cerveau. Je le vois, de toute façon, vous n'êtes pas attentif quand non mais c'est pas ça, je vous écoute pas, ça n'a aucun intérêt. Joseph Touvenel. Non mais le coup de l'escalier, ça marche toujours, visiblement. On parle de quoi avec vous dans un instant, Joseph Touvenel ? Eh bien, de nos jours fériés, de notre cher jour férié, et est-on des fainéants avec trop de jours fériés en France ? Philippe Bilger. Caroline Forest. Dans un instant, restez avec nous, vous les commentez, vous êtes les bienvenus, 0826 300 300, et Aude vous attend avec joie et bonne humeur, hein Aude ? Allez, à tout de suite. Au 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On n'en a pas fini avec vous, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va Philippe David ? Ça va très bien, et vous ? Nos enfants sont turbulents aujourd'hui. Ah oui. Ah bah oui, ça Olivier d'Artigol, bien entendu, peut-être le plus turbulent de tous, éditorialiste politique. Non, parce que je trouve qu'il se tire la bourre avec Joseph Touvenel. C'est plus dissipé, mais il a introduit les auditeurs dans un processus secret tout à l'heure. Il s'est permis de révéler les prémices de l'émission. Les coulisses. Les arrière-cuisines. Pardonnez-moi ma trivialité, mais j'ai un problème avec cette phrase. Il a introduit les auditeurs. J'ai pensé la même chose. Les arrière-cuisines, Chafri. Ragoûtante. Donc vous avez introduit les arrière-cuisines dans les auditeurs. C'est compliqué votre phrase. Je ne comparerai jamais les écuries de Cécile et celles d'Augias. Et Philippe Bilger est avec nous. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le temps du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Demi-tour. Le tour de table de l'actualité.
Et Philippe Bilger voulait parler de Caroline Forest qui a récusé l'argument du 2 poids 2 mesures à propos du conflit entre Israël et le Hamas. Oui, mon coup de cœur, si j'ose dire, en faveur de Caroline Forest a d'autant plus d'importance, à mes yeux en tout cas, que je n'ai jamais été un homme fanatique de cette personnalité intelligente soutenue par beaucoup de gens. Mais en l'occurrence, l'Arcom s'est saisi de ce qu'elle avait dit, mais je trouve qu'elle n'avait pas tort lorsqu'elle a comparé finalement les meurtres d'enfants, les assassinats d'enfants voulus très directement en tant que tels par la barbarie du Hamas et malheureusement les tragédies indirectes, si j'ose ce terme, liées à la légitime défense opérée par Israël et qui crée malheureusement beaucoup de blessés et de victimes. Ça n'est pas la même chose de vouloir la mort d'enfants, de s'en féliciter et malheureusement de devoir les déplorer comme des conséquences indirectes. Le terme collatéral est très laid, mais un peu comme ça. Ça n'est pas la même chose. Est-ce qu'on peut dire dans la même phrase encore que le 7 octobre est une abomination car les victimes sont tuées et massacrées en tant que juifs, et dire avec la même émotion que les victimes civiles innocentes palestiniennes, boucliers humaines des terroristes du Hamas, vivent une situation abominable. Il y a des milliers d'enfants qui sont morts aujourd'hui à Gaza. Il y a des bombardements sur des camps de réfugiés. Est-ce qu'on peut dire dans la même phrase, en caractérisant ces deux questions, sans ce qu'a fait Mme Forest, dont moi je la lis toujours, je regarde, parce que c'est toujours intéressant, mais rien ne mérite ce qu'elle a appris derrière sur les réseaux sociaux et cette alerte de l'Arcom. C'est lui faire un mauvais procès, il me semble. Et en disant ça, je sais très bien que je vais prendre ce qu'il faut sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas grave. Joseph Touvenel. Caroline Forest, ce n'est pas ma tasse de thé, mais là, moi, je la suis parfaitement. Ce n'est pas de même nature. Philippe l'a très bien dit. Il y a un choix qui est fait, un choix abominable de s'en prendre à des populations civiles, y compris des enfants, des femmes, avec des. Enfin, vous avez vu l'abomination de tuer une femme enceinte, de sortir le bébé de son ventre. Enfin, je vais pas tout vous décrire, mais ce n'est pas la même chose avec des bombardements, effectivement avec des populations qui souffrent. Tous ceux qui ont été dans les zones de guerre bombardées savent qu'il y a une angoisse permanente. Tous ceux qui ont été dans ces zones privées d'eau, privées de nourriture, savent combien c'est dur, savent qu'on ne sait pas si tout à l'heure on sera encore en vie, et surtout si ceux qu'on a vus, qu'on a croisés et qu'on aime bien, on les reverra. Ça, c'est une angoisse, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut être, un point d'interrogation. Et c'est ce que endure la population palestinienne. Mais ce n'est pas la même chose de ces bombardements pour éradiquer le Hamas, et il faut le éradiquer. Moi, je pense aux populations civiles dans Berlin bombardé à la Seconde Guerre mondiale. Elles ont souffert abominablement, mais il fallait éradiquer Hitler. Eh bien, il faut éradiquer le Hamas. Olivier d'Artigol, vous évoquiez tout à l'heure des résultats préoccupants de deux études sur l'ascension sociale en France. Oui, l'ascenseur social fonctionne-t-il moins bien en France que dans d'autres pays? Les rapports se suivent et se ressemblent. Il y a peu de temps, le rapport de France Stratégie. Aujourd'hui, une étude venant de l'Institut des politiques publiques qui montre que l'ascenseur social connaît des ratés. Il a pu fonctionner à une certaine époque, mais depuis le milieu des années 2000, on voit très bien que la mobilité sociale est très dure. Ces études montrent que l'origine sociale pèse sur les destins des jeunes, que ce soit sur leur cursus scolaire ou après sur leur cursus professionnel. Certes, la mobilité sociale a progressé sur les 35 dernières années, mais elle a été freinée brutalement dans le milieu des années 2000. Depuis, les jeunes occupent à 80% la même position sociale que leurs parents. Ce qui veut dire que en 2020, de 5 à 8 ans après la fin des études, écoutez ce chiffre,
plus de 80% de ceux qui sont nés dans une famille à dominante cadre exercent des professions de cadre ou des professions intellectuelles supérieures ou intermédiaires, alors que 69% de ceux issus d'une famille ouvrière ont des emplois d'ouvriers ou d'employés. On voit très bien que le problème vient de la trop grande inégalité d'accès à l'enseignement supérieur et au diplôme, c'est-à-dire que les inégalités sociales sont reproduites dans les inégalités universitaires et scolaires. Et il y a donc là quelque chose qui est un drame, parce que la promesse républicaine, c'est que quelles que soient vos origines, vous avez normalement les mêmes droits et les mêmes chances et le même potentiel. C'est pas une question. Je demande aux syndicalistes d'abord, Philippe Bilger, Joseph Touvenel, que la France, qui est le pays qui dépense le plus, notamment pour l'éducation, est celui dans lequel l'ascenseur social est le plus en panne. Alors l'ascenseur social est en panne, ce qui a été dit, moi j'en suis en partie d'accord, pas complètement, parce que d'abord la reproduction sociale est une reproduction relativement normale. Ce qu'il faut, c'est permettre à ceux qui veulent évoluer de pouvoir évoluer. Pour ça, ce que la République avait très bien fait, c'était les hussards noirs de la République, c'est donner l'instruction de base. Et avec l'instruction de base, quand j'apprends à lire, à écrire, à compter et à travailler, quand on m'inculque la vertu de l'effort, parce que tous ceux, quand il y a eu l'ascenseur social, ce n'est pas sans effort. Et depuis, en gros, si je schématise, depuis mai 68, on nous a raconté que tout devait tomber sans effort. C'est une erreur monumentale. Quand je viens d'un milieu populaire, oui, je devais faire plus d'efforts pour m'en sortir que quand je viens d'un milieu où on me donne naturellement l'instruction, où mes parents vont avoir des relations qui vont m'aider à trouver un bon métier, ça c'est vrai. Et notre grand échec, c'est d'avoir renoncé à apprendre l'effort et les bases de l'instruction. Et le plus grand échec, alors il n'est pas si vieux, il date du nouveau système qui a été mis en place, qui trie les gens, les jeunes notamment, pour les envoyer en fac, en université, etc., non pas sur leurs résultats, c'est plus mes résultats, c'est plus un examen où il y a l'anonymat. C'est si vous êtes de tel quartier, si vous êtes de telle origine, on va vous favoriser. C'est une erreur monumentale. Il faut aider, donner leur chance à tous ceux qui en ont besoin et qui ont plus de difficultés de par leurs origines, mais il faut garder le goût de l'effort, et ça, c'est la vraie réussite. Philippe Bilger. Olivier, ce que vous avez dit est à la fois dramatique, et c'est pour ça, il me semble, qu'on est tellement fasciné par quelques destinés qui, par leur liberté et leur don, s'échappent de cet étau. On se dit, mais enfant, en réalité, ils sont un arbre profondément, mais qui dissimule une forêt qui est extrêmement déprimante. L'escalier est là, mais les marches sont très hautes. Vous nous avez élevés d'une certaine manière. Merci beaucoup. Vous restez avec nous dans un instant, la suite du tour de table de l'actu. On reviendra avec vous, Joseph Touvenel, sur ce 1er novembre. Et d'ailleurs, vous vous posez cette question, est-ce que les Français ont-ils trop de jours fériés? On en parle dans quelques instants. 0826 300 300, c'est le seul numéro que vous devez composer. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et accompagné merveilleusement pour cette journée de Toussaint, Philippe Bilger, c'est un saint quelque part de nous supporter. Qui a quelques faiblesses. Ouais, c'est ça. Président de l'Institut de la Parole, Olivier d'Artigol aussi, éditorialiste politique, et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Justement, Joseph Touvenel, vous voulez revenir sur cette journée de jour férié, ce qui est le cas aujourd'hui, et de vous dire que peut-être on en a trop en fait. Eh bien non, Cécile, faut être clair. Il s'est mis d'Artigol dans la poche là. Il faut être clair. Alors aujourd'hui, on a un jour férié particulier, mais qui est d'ailleurs, qui à un moment était un jour férié dans tout l'Occident. Ouais. Tous les saints, c'est depuis le 8e siècle dans tout l'Occident, c'était célébré, et c'est bien de s'arrêter une journée, penser aux grandes figures qui peuvent être des exemples. Pour ce qui est des jours fériés en France, en fait, quand on fait une moyenne sur la moyenne européenne, on est en dessous de la moyenne européenne. On est à 10 jours fériés, alors ça peut varier un peu, mais on est à 10 jours fériés, et la moyenne européenne est à 11 jours.
Voilà, donc il n'y a pas de... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une petite musique qui nous dit, les Français, vous avez trop de jours fériés, puis vous faites les ponts, et il y a même eu une étude de l'INSEE qui avait été faite, mesurant, pour les ponts du mois de mai, qu'une perte du PIB de 0,3% en raison des ponts du mois de mai. Et moi, j'avais lu l'étude qui était très bien faite, mais je m'étais dit, mais comment mesure-t-on le fait que des gens, des salariés reposés, des gens qui ont vécu quelque chose en famille, avec des amis, des fêtes conviviales, qui sont mieux dans leur peau, alors ils sont beaucoup plus productifs? Comment mesure-t-on ce phénomène sur le PIB? Alors j'ai écrit au directeur de l'INSEE qui m'a très gentiment répondu en me disant, vous avez tout compris à notre étude, c'est vrai, voilà. Mais vous avez sans doute raison, mais on ne peut pas le mesurer, donc on n'en parle pas. Ce qui veut dire que dans notre société tout à fait matérialiste, ce que je ne peux pas mesurer n'existe pas. L'amour n'existe donc pas. Eh bien moi je crois que l'amour existe, les Français, profitez de vos jours fériés, vous serez mieux dans vos baskets, et on n'en a pas plus qu'ailleurs, on en a même un peu moins que nos autres collègues d'Europe. Le camarade de Joseph a bien parlé. Dit-il alors qu'on travaille aujourd'hui. Il y a un pays, je crois que c'est le Bhoutan, qui a dans son produit intérieur brut la qualité de bonheur, quelque chose sous... C'est quand même très difficile à mesurer. Hein, oui, mais vous savez que la manière dont est calculé et construit le PIB fait l'objet d'un débat chez les économistes. Oui. Pour essayer... On a même mis le trafic de drogue dans le PIB. Oui, non, mais pour essayer... Ça prouve qu'on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Et prostitution en Angleterre. Oui, absolument. Non, mais allez-y, Olivier, vous disiez quelque chose d'intéressant, pas seulement maintenant. Il y a des valeurs immatérielles qui pourraient très bien rentrer dans la construction de ce qui permet de voir si un pays va bien ou pas. Non, et puis, si je pollue une rivière, j'augmente le PIB du pays. Pourquoi? Je balance des saloperies, il faut nettoyer la rivière. Donc, je vais faire venir des gens qui vont nettoyer, je vais enlever les poissons morts. Il y a toute une activité. Le PIB augmente. Je pense pas que ça soit... Le raisonnement est pervers, là. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on calcule l'augmentation du PIB. Et donc on aurait dû faire quoi aujourd'hui, nous 5 par exemple? Polluer un maximum pour augmenter le PIB. Je dis n'importe quoi. Dans les bonnes choses du PIB, on pourrait mettre les vraies voix, non Cécile? Oui, absolument. Vous êtes d'accord, les vraies voix? Il y a beaucoup d'économistes qui sont très préoccupés là. Il y a des gens, on ne boit pas, il ne se passe rien, on est à l'eau, bien entendu. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Le coup de projecteur des vraies voix avec cette tempête qui arrive, qui toucherait les côtes françaises ce soir. Des rafales de vent allant jusqu'à 170 km/h sont attendus. Craignez-vous justement cette tempête aussi violente que 99? Pour l'instant, vous dites non, vous êtes plutôt confiant. Frédéric Cuvelier est avec nous, maire de Boulogne-sur-Mer et ancien ministre des Transports. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. Craignez-vous une bombe météorologique, comme on le dit? Oui, la formule veut craindre, bien évidemment, puisque c'est une formule météorologique. Les bombes météorologiques pourraient ne pas être violentes. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi un effet de propulsion par le jet stream et que cette bombe météorologique se forme sur les côtes, finalement, alors que généralement, ça se produit en mer ou dans les océans. Donc, nous sommes très attentifs à la violence des vents et aux conséquences sur Terre. Bon, on en parlera dans quelques instants et vous nous expliquerez comment justement vous anticipez cette tempête. Restez avec nous, 0826 300 300. On revient dans un instant. Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est un plaisir d'être aujourd'hui avec Philippe David ensemble et Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Olivier D'Artigol et l'éditorialiste politique et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, et de commenter cette actualité aujourd'hui pendant que vous êtes tranquillement dans votre canapé, je rappelle quand même, puisque ou dans la voiture, en train de nous écouter, exactement. Alors on embrasse bien sûr ceux qui travaillent aussi, et vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Allez, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc on annonce depuis plusieurs jours, 2 jours de vigilance et d'alerte à partir de ce soir. La tempête Ciaran doit survoler le nord-ouest de la France et progresser jusqu'à jeudi sur le nord du pays. Une très forte tempête automnale avec des rafales à 170 km/h redoutées par les autorités. 3200 pompiers ont été mobilisés, des trains arrêtés, des départements bretons en vigilance rouge à partir de minuit. On va en parler, bien entendu, d'abord avec Rémi André, qui est notre
notre expert en météorologie pour Sud Radio. Bonsoir Rémi André. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et puis Frédéric Cuvelier est avec nous, maire de Boulogne-sur-Mer et ancien ministre des Transports. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, on fait un petit point météo avec vous, Rémi André, pour savoir à peu près aujourd'hui, à ce moment-là, où on en est de cette tempête. Alors pour l'instant, la tempête est encore aux alentours de 400 km au large de la Bretagne. Elle arrive quand même assez vite et actuellement, le vent commence à se renforcer. La perturbation qui l'accompagne et qui s'enroule autour, elle aussi vient d'arriver avec des pluies déjà assez conséquentes sur la Bretagne. Et donc, ce vent est en train de se renforcer et a déjà dépassé les 95 km/h sur la pointe bretonne. Merci beaucoup Rémi André. Philippe Bilger, forcément, on pense à 99. Des années 99, à l'année 99. Il est étrange, Cécile Philippe, à quel point j'ai des pertes de mémoire sur le plan des événements qui ne m'ont pas touché directement. Mais moi, ce qui m'importe, c'est de savoir si en réalité les phénomènes qu'on rencontre aujourd'hui et dont on nous dit qu'ils vont être violents tout de même, puisque le ministre de l'Intérieur nous dit de ne pas sortir entre mercredi et jeudi, ont déjà existé, ou bien si nous avons de plus en plus des phénomènes de cette nature. Et ce qui m'importe, c'est au fond un arbitrage entre ceux qui croient au dérèglement climatique et ceux qui considèrent qu'il n'y a rien de nouveau sous le climat. Et c'est la question que je me permets de poser et que j'aurai peut-être des réponses tout à l'heure. Allez, dans un instant, Rémi André, vous pourrez répondre à la question. Olivier d'Artigol. Pas mieux. Pas mieux, très bien. Et Joseph Tournel. La question, c'est sur le dérèglement climatique, c'est est-ce qu'un dérèglement, c'est anormal? C'est-à-dire... non, mais est-ce qu'il a existé ou pas? Alors, Rémi André, est-ce qu'il a existé est-ce que ça a déjà existé, ce qui se passe aujourd'hui? Écoutez, ça a déjà existé, effectivement. Ce genre de tempête existe déjà et existera encore. Le phénomène est parfois amplifié par le changement climatique, car les températures sont plus élevées qu'auparavant, ce qui fait que les précipitations sont plus importantes. Mais globalement, ce genre de tempête a existé. D'ailleurs, vous parliez de la tempête de 99. Ces tempêtes-là, il y en avait deux. Ces tempêtes, sont un phénomène que l'on peut retrouver tous les 200 à 300 ans. C'est-à-dire que la même, il va falloir encore attendre, normalement, un petit peu avant de la retrouver. Donc vous voyez que oui, régulièrement, que ce soit fin octobre ou début novembre, nous avons des tempêtes qui sont les tempêtes d'automne. Frédéric Cuvelier, quand on est maire de Boulogne-sur-Mer, ville du littoral et port de pêche et de commerce, comment est-ce qu'on prépare un tel événement météorologique ? Bien sûr, nous attendons avec beaucoup de mobilisation de l'ensemble des services de prévention, de précaution et de sécurité. Nous avons une habitude des tempêtes automnales. Simplement, nous serons avec cette tempête sur une force très élevée. Et par ailleurs, nous surveillons les coefficients de marée, parce que ce qui est important, c'est que nous puissions prévenir d'éventuelles submersions marines lorsque l'ensemble des éléments sont alignés. Là, la situation est particulière puisque cette bombe météorologique se situe sur la côte et à proximité immédiate de la côte, ce qui fait que les vents seront extrêmement violents et surtout la durée de l'événement, puisque nous aurions une tempête qui durerait plus de 36 heures, avec des niveaux élevés au-delà de 100 km/h, 120, 130 et sur d'autres régions plus de 140. C'est la durée finalement qui change le paradigme, c'est-à-dire que de dire que là ça dure un petit peu dans le temps et c'est peut-être ça qui est peut-être le plus compliqué. Disons que ce qui peut résister à un coup de tempête, à des rafales fortes, lorsqu'elles sont répétées, lorsqu'elles sont répétitives, il peut y avoir des conséquences et un certain nombre de désordres matériels qui peuvent entraîner d'ailleurs des accidents peuvent se produire. Donc nous sommes extrêmement vigilants sur l'ensemble de ces phénomènes. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, Rémi André. Oui, parce que là justement vous parlez de quelque chose de très important. D'une part, il y aura les fortes rafales, c'est vrai, et ces rafales ramènent donc la mer vers le littoral.
littoral, d'où le risque de surcote. Mais en plus, bien, vous avez raison de dire que les marées, alors les marées sont moins importantes que celles de 99, mais malgré tout, la dépression, elle est très creuse. Et justement, comme vous venez de le dire, elle passe sur la Manche. Et en ayant une dépression très creuse, ça appuie moins sur la mer, ce qui fait que la mer s'élève avec une surcote qui, elle, peut être importante aujourd'hui, puisqu'elle peut dépasser 1 mètre. Donc vous avez de fortes vagues qui arrivent avec une surcote d'1 mètre à 1,50 m et des rafales de vent. C'est là que ça devient dangereux au niveau donc des pleines mers. Frédéric Cuvillier, quand on a été ministre des Transports, ça change beaucoup de choses, notamment pour la circulation des trains. On pense des TGV vers la Bretagne et évidemment des avions. Oui, bien sûr, puisque l'ensemble des modes de transport sont plongés dans une vigilance. Je suppose que le ministre des Transports actuellement doit être à son bureau et d'être extrêmement mobilisé, puisqu'il y a d'abord l'effet direct de la tempête, mais aussi des effets indirects non prévisibles. Par exemple, des arbres qui peuvent s'abattre sur des voies de chemin de fer ou des perturbations aériennes, évidemment. Donc, les modes de transport sont principalement impactés. Pour ce qui est des collectivités, nous avons quand même la chance d'être dans une période de vacances scolaires, ce qui veut dire que nous pouvons donner toutes les informations, de demander aux enfants et aux parents de garder les enfants à l'intérieur. Je sais que ça n'est pas toujours pratique ni facile, mais de faire en sorte de pouvoir les occuper à l'intérieur et surtout, à partir de cette nuit, deuxième partie de nuit et la journée de jeudi, d'éviter tous les déplacements inutiles. Oui, Philippe Bilger voulait poser une question. Monsieur le ministre, je voudrais revenir auprès de vous sur mon interrogation initiale. Est-ce que, en tant que maire, vous avez le sentiment d'être confronté de plus en plus à des phénomènes imprévisibles, ou est-ce que, évidemment, vous êtes habitué dans votre comportement, compte tenu également de l'accroissement des moyens de défense et de sauvegarde, à des phénomènes comme cela? Ce sont des phénomènes qui, comme je l'indiquais, se répètent. Et avec des cycles et des séquences qui se rapprochent. Nous avons des séquences de périodes de sécheresse, et puis très rapidement de fortes pluies, d'averses, de tempêtes. Et lorsque nous sommes sur le littoral, ce qui est le cas de Boulogne-sur-Mer, bien sûr, mais vous le savez aussi sur le littoral méditerranéen, la mer agit sur le littoral. Et le recul du trait de côte, les effondrements de falaises, ou ce type de choses, jumelés à l'élévation du niveau de la mer, qui est indéniable, plus des événements météorologiques, mais c'est vrai que le littoral est une zone qui est plus touchée par les évolutions météorologiques que nous pouvons enregistrer indéniablement. Est-ce que ça veut dire que les Boulonnais aujourd'hui, en tout cas vos administrés, sont aguerris en tout cas à l'exercice? Est-ce que finalement eux ils savent quoi faire, ce qui n'était pas le cas de la tempête 99 où finalement on était un peu tous le lapin dans les phares? Mais est-ce que là finalement ils ont déjà comment s'appelle, les ressorts de la sécurité et que vous leur avez appris par exemple? Oui, nous avons une information régulière, évidemment, des bons gestes, ce qu'il convient de faire, puisque sur les côtes et sur le littoral, les coups de vent sont, je ne vais pas dire monnaie courante, mais assez réguliers. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une plus grande vigilance et une plus grande réactivité de la population, attention de la population par rapport au caractère et à la dangerosité de la situation. Et puis surtout l'organisation des services publics communaux, mais de l'ensemble des services publics de l'État, de la préfecture, du SDIS, bref, nous avons une fluidité de l'information et une mise en alerte. Je sais que mes personnels, et nous y avons travaillé dès hier, sont mobilisés, les astreintes, les services techniques, pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible s'il devait y avoir des chutes de cheminées ou des accidents violents. Nous sommes pareils. Ça, c'est très important ce qui vient d'être dit, parce que n'oublions pas que ce soir, cette nuit, seront mobilisés des professionnels de la sécurité civile, les agents des collectivités territoriales, les agents de l'État, je pense aux électriciens qui font avec cette expertise, cette expérience, ce savoir-faire. Ce sont souvent des métiers dont on parle que dans des moments d'urgence et de tension, et qui vont encore ce soir et cette nuit se mobiliser. C'est aussi ça, j'ai envie de dire, notre pays dans ces moments-là. Ça réagit au 0826 300 300. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir à tous. Alors, vous vous préparez pour cette tempête? Vous êtes dans quel coin? Alors moi, je suis en Ile-de-France, dans le sud de Paris. Je suis prêt, mais je vais dire que ces derniers temps, on a quand même eu une recrudescence des phénomènes venteux assez forts. Moi, j'étais obligé d'élaguer les arbres beaucoup plus tôt que les autres années. Oui. Et donc, du coup, je pense que je ne me sens pas prêt. Mais effectivement, on sent qu'il y a quand même un problème climatique qu'on a du mal à ne pas voir, puisque moi j'ai connu une époque où j'avais de la neige tous les hivers. Aujourd'hui, ça fait bien longtemps que j'ai pas vu de neige, donc du coup je vois bien qu'il y a un problème climatique quelque part. Ça m'inquiète. C'est plus ce côté les derniers rapports du GIEC qui disaient que c'était irréversible. Irréversible, voilà, qu'on pouvait pas revenir en arrière. C'est plutôt ça qui m'inquiète qu'autre chose. Rémi André, vous êtes d'accord avec ça? Il y a un phénomène, c'est dû au phénomène de changement climatique? Ah ben forcément, automatiquement, comme je vous le disais, à partir du moment où les températures sont plus élevées, dans des températures plus élevées, dans l'atmosphère, eh bien nous avons plus de quantité d'eau qui est susceptible d'être là. Donc ces quantités d'eau, c'est de l'énergie, et cette énergie, eh bien lorsqu'elle en a l'occasion, eh bien elle s'exprime. Elle s'exprime avec des pluies plus violentes, elle s'exprime avec du vent ou de la sécheresse lorsque justement nous avons des anticyclones qui persistent, comme c'était le cas au mois d'octobre. Donc tout cela est lié effectivement au changement climatique. Alors pour répondre à la question de tout à l'heure, effectivement, des tempêtes, il y en a eu, mais les conséquences aujourd'hui sont différentes de celles que l'on avait plus tôt. Alors, prenez un exemple très simple. Vous voyez, cet hiver, en fait, cet automne, l'été s'est prolongé jusqu'à la fin du mois d'octobre. De ce fait, nous avons des arbres qui sont encore feuillus. Et lorsque nous avons une tempête, si les arbres ne sont pas feuillus, eh bien, le vent passe à travers l'arbre. Mais si on a encore les feuilles, eh bien, ça offre une résistance plus importante et les arbres sont beaucoup plus fragiles et peuvent justement tomber. Et lorsqu'ils tombent, c'est sur des fils électriques, comme le disait Monsieur le Ministre, sur les voies ferrées, etc., etc. Donc les conséquences sont parfois liées, effectivement, d'une manière invisible au changement climatique. On était dans le Pas-de-Calais avec Frédéric Cuvillier. On prend direction de la pointe, quasiment la pointe du Raz. Et là, c'est en vigilance rouge. Bonsoir, Nadine Kersaudi. Vous êtes maire de Cléden-Cap-Sizun. Oui, bonsoir. Alors vous, on peut pas être plus en première ligne que vous, puisque vous êtes à l'extrémité d'une des 3 pointes bretonnes. Comment est-ce qu'on se prépare? Bah écoutez, on attend. Hein. Là, ça souffle énormément avec beaucoup de pluie. Mais bon, apparemment, le pire va venir de ce qu'on nous prévoit. D'accord. En matière d'anticipation, on en parlait avec Frédéric Cuvillier, forcément, vous avez moins de moyens puisque la commune est plus restreinte. Est-ce qu'en matière de sécurité, de prévention, vous avez quand même la possibilité de vous protéger ? Bah, écoutez, la commune, elle est assez grande, hein, 13 km de sentiers côtiers, 1908 hectares. Nous avons des endroits qui sont beaucoup plus sensibles à tous ces phénomènes, en particulier à la baie des Trépassés, où ça arrive fréquemment que la route départementale soit inondée. Donc c'est fort possible que ça arrive cette nuit. Mais bon, autrement, nous avons quand même d'importantes falaises. C'est assez accidenté chez nous, donc voilà. Après, évidemment, vous avez la commune d'à côté, qui est la commune d'Audierne, qui est plus près de l'eau, avec un port, donc ça peut déborder facilement. Je sais qu'il a pris des mesures un peu plus drastiques, puisque visiblement certaines personnes n'avaient pas respecté la pose des ganivelles, donc il a mis des gros blocs de ciment. Et vous, c'est pareil? J'imagine qu'il y a... Nous, en fait, moi, j'ai fait le tour de ma commune cet après-midi, vers les 16h. Nous avions évidemment beaucoup de curieux, à la fois des locaux et des touristes sur les sentiers côtiers et presque au bord de l'eau, devant la mer. Bon, là, il y avait évidemment un beau spectacle. Bon, c'est sûr que demain, les agents du service technique vont être on va être au rendez-vous pour vérifier s'il n'y a pas un arbre ou des panneaux tombés sur la route. Le pire, évidemment, serait que des personnes... Vous voyez, ma maman qui est âgée, elle a l'infirmière qui vient la voir le soir, et déjà avec les conditions météo que nous avons là actuellement, c'est toujours un peu délicat quand vous êtes obligé, d'un point de vue professionnel, de circuler sur la voie publique. Absolument. Joseph Touvenel voulait réagir, non? Oui, moi je voulais juste saluer les maires et leurs adjoints qui sont mobilisés. Le travail de terrain, c'est ça. Ils sont mobilisés aujourd'hui, ils seront mobilisés cette nuit, ils seront mobilisés demain. Et puis les pompiers, et je rappellerai que les pompiers, il y a beaucoup de pompiers volontaires et on en manque. Et pourtant, c'est beau, c'est utile, c'est nécessaire, c'est une belle mission.
Et donc tous ceux qui sont un peu en forme physique et qui peuvent libérer un peu de temps, allez voir les pompiers, ils manquent de bras pour servir, parce que là ils sont mobilisés et on se rend vraiment compte de leur utilité. Et c'est bien aussi de faire de la pédagogie. Voilà. Oui, pardon, vous écoute, Madame le maire. Aussi pour rebondir, en fait, dans notre secteur, dans notre communauté de communes du Cap Sizun, au bout du bout, près de la Pointe du Raz, Pointe du Vent, nous n'avons en fait que des pompiers volontaires. Oui. Donc je voudrais les saluer, parce qu'ils vont être aussi sur le pied de guerre, entre guillemets, ce soir. Absolument, et on les salue. Frédéric Cuvelier, maire de Boulogne-sur-Mer, est-ce que aujourd'hui il faut faire aussi un peu de pédagogie à toute personne qui voudrait prendre des photos, qui généralement de se dire que finalement on se retrouve, il y a certainement des photos magnifiques à faire, mais ça n'est pas le moment, et beaucoup d'imprudence dans ces moments-là. Oui, en effet, c'est un message qu'il faut passer, et qu'il faut passer en plusieurs langues, puisque nous sommes souvent visités par nos voisins, belges, néerlandais, allemands, anglais bien évidemment, et que nous avons des lieux absolument remarquables sur la côte d'Opale et sur les ports avec les jetées où la mer, les paquets de mer viennent se fracasser. C'est absolument superbe, mais ça peut être extrêmement dangereux, puisque un paquet de mer peut tout embarquer, notamment lorsque la mer est élevée, lorsqu'elle déborde sur la côte, sur les promenades et sur les jetées. Donc, effectivement, c'est peut-être très joli, mais il faut d'abord éviter d'y aller et surtout prendre beaucoup de distance de sécurité, parce que chaque année, nous avons des comportements à risque. Madame le maire vient de l'évoquer également dans sa région, des comportements à risque, souvent de personnes qui méconnaissent les dangers de la mer. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Frédéric Cuvelier, d'avoir été avec nous, au maire de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, ancien ministre des Transports. Merci beaucoup, Rémi André, présentateur, bien sûr, et expert météo pour Sud Radio. On vous aura dans quelques instants. Et merci, Madame le maire, Nadine Carsaudy, maire de Clédan, Cap-Sizun. C'est magnifique. Voilà, exactement. Sur le port de Boulogne-sur-Mer, c'est très joli. Oui, c'est très beau. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Philippe Bilger, de votre bienveillance et intelligence. Pareil pour Olivier D'Artigol. Merci beaucoup, éditorialiste politique. Voilà. Et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social et secrétaire confédéral de la CFTC. Dans un instant, on va vous parler de Made in France, de belles entreprises qui finalement nous font redécouvrir des talents et des savoir-faire français. À tout de suite.